sont apparues. La culture européenne et la culture nord-américaine. Deux visions de la liberté selon ces deux grands ensembles. Il s'agit de deux conceptions de la liberté que les démocraties, dans leur ensemble et sans exception, ont le privilège d'avoir élaborées. Autrement dit, nous avons l'Europe et l'Amérique, des racines communes, et nous partageons ces deux modèles de liberté. Mais elles sont différemment accentuées des deux côtés de l'Atlantique, et je vais essayer de montrer les différences plutôt que le fait que nous pouvons partager ensemble les deux à la fois. Donc il s'agit de deux modèles différents mais complémentaires, deux versions également présentes dans les principes et les institutions internationaux, en Europe comme en Amérique, mais pour toute la clarté de mon argumentation, je vais essayer de séparer. La première est la liberté qui nous vient de la pensée de Kant, selon laquelle la liberté est identifiée avec l'autocommandement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous disons facilement liberté, nous imaginons aussi facilement que être libre, c'est de s'opposer. Vous êtes libre quand vous cassez une norme, vous révoltez contre vos parents ou votre boss, quand vous essayez de ne pas respecter tel interdit, etc. Le négatif. La liberté serait dans le négatif. Kant réagit très judicieusement à cela en disant que ce type de liberté, évidemment, existe, mais il est prédéterminé par la norme contre laquelle il s'oppose et crée un couple entre le patron et celui qui se révolte, le maître et l'esclave, le bourgeois et l'ouvrier, le papa et l'enfant. Pour papa, ça peut aller loin, mais pas trop loin. Et il dit qu'il y a une autre liberté qui est celle de l'initiative. Je suis libre non pas quand je me révolte, mais quand je prends une autre voie, quand je crée une autre identité, un autre choix, c'est l'autocommencement. En commençant un chemin, je me recommence moi-même. C'est l'initiative. Donc il ouvre à partir de là la voie à une apologie de ce qu'on appellera plus tard la subjectivité entrepreneuriale. Le chef d'entreprise est une forme de cette liberté. Et cette fois-ci, on peut essayer de voir quelles sont les limites de cette autre liberté. Elle est subordonnée toutefois à la liberté de la raison, à la cause, on se soumet à des logiques. C'est la réflexion logique qui argumente, qui constitue ce type de liberté entrepreneuriale. Et c'est sur le plan social, elle conduit à mieux s'adapter et à mieux produire. Serait, si je peux me permettre un raccourci, une liberté qui est celle de mieux faire et de mieux gagner. C'est formidable, ce n'est pas à mettre en cause, sinon dans des limites extrêmes où ceci va à l'encontre d'autres intérêts et submerge d'autres communautés, mais c'est une logique de la production qui règne dans la science, dans l'économie, par un calcul de conséquences, de causes et de conséquences. Être libre serait être libre de tirer les meilleurs effets de l'enchaînement des causes et des efforts pour s'adapter au marché de la production et du profit. Il existe un autre modèle de liberté, elle aussi de provenance européenne, qui apparaît dans le monde grec dès le présocratique, se développe chez les présocratiques et est sous-jacente au dialogue socratique comme au dialogue platonicien. Sans être subordonnée aux causes, cette liberté fondamentale se déploie dans l'être de la parole qui se livre, qui se donne, qui se présente à soi-même et à l'autre, et en ce sens se libère. C'est la libération de l'être dans la parole avec l'autre. C'est la liberté de la rencontre. Je me donne à toi et tu te donnes à moi. Je te respecte dans ta faiblesse et tu me respectes dans mes choix. C'est la rencontre de l'un et l'autre, de l'un dans l'autre. Les religions ont mis leur foi dans l'exploration de ce type de libération-délivrance, où je me délivre en toi et je me livre en toi. Ce questionnement infini de soi dans la rencontre
avant que la liberté ne se fixe dans les causes et dans les effets, avant que ce soit une maîtrise scientifique, toutes ces pratiques, pas seulement dans la religion, mais dans la poésie, dans le désir, dans la révolte, ce sont des expériences privilégiées de cette forme de liberté. Et ces expériences révèlent non pas que je m'adapte pour produire et pour gagner, ce que je peux faire avec d'autres logiques de liberté, mais cette autre liberté révèle la singularité incommensurable et pourtant partageable de chaque homme et de chaque femme. C'est la singularité partageable qui devrait être, et c'est un autre projet de mon travail depuis quelques années, la refondation de l'humanisme qui se baserait aussi bien sur la production, mais également sur la valorisation de la singularité incommensurable, partageable de chaque homme et de chaque femme. On décèle les risques de ce deuxième modèle, qui est fondé sur l'attitude questionnante et sur la rencontre infinie avec autrui. On peut ignorer la réalité économique quand on s'exalte trop dans cette dimension de la révélation infinie de soi. S'enfermer dans une sorte de revendication corporatiste, se borner à la tolérance et avoir peur de mettre en question les revendications et les cultures identitaires des nouveaux acteurs politiques et sociaux, abandonner la compétition mondiale, se retirer dans la paresse, dans l'archaïsme. Mais on voit aussi les avantages de ce modèle dont se font porteuses aujourd'hui certaines cultures européennes, la culture européenne, la demande que la France adresse par exemple à l'Allemagne en lui disant faisons de la productivité, mais faisons aussi quelque chose pour sauver ce qu'on appelle notre modèle social. Cet équilibre que l'Europe tout compte fait cherche est quelque chose de spécifique à notre tradition et à cet autre modèle que je vous demande de réfléchir. Eh bien, il ne culmine pas ce modèle dans l'adaptation et dans la production, mais dans le goût de la vie humaine, dans la singularité partageable. Dans ce contexte, l'Europe est à la fois un des plus, est à la fois loin d'être unie, est loin d'être uniforme. Nous savons que il y a des nations européennes qui sont tentées par un des modèles davantage et d'autres qui penchent pour le second. L'idéal serait évidemment qu'on arrive à un juste équilibre entre les deux. Il y a aussi le fait que, je viens de toucher la question au fait que l'Europe n'est pas uniforme, elle n'est pas uniforme aussi en raison de ses traditions culturelles et religieuses. Vous savez qu'on a beaucoup parlé, c'était je crois Donald Rumsfeld qui a soulevé la question de la vieille Europe et de la nouvelle Europe. Et étant moi-même issu de la vieille Europe et essayant de rencontrer cette nouvelle Europe qui se crée dans mon pays d'origine et ici même en Roumanie, je sens combien les héritages culturels font que le dialogue entre ces deux Europes n'est pas facile. Le fait que très souvent cette nouvelle Europe a vécu sous des dominations musulmanes, je pense à la domination ottomane. Très longtemps, il y a eu des régimes soviétiques, communistes, type totalitaire, etc. La notion de la libre entreprise, comme la notion de la singularité humaine, sont passées au second plan au profit d'un modèle de l'endurance qui favorise un bien-être dont la